Bienvenue à nouveau. Nous retrouvons le professeur Jeffrey Sachs pour analyser la situation actuelle de l'économie. Merci beaucoup d'être revenu. Comme toujours, c'est un plaisir de vous avoir avec. Nous constatons que les conflits contre Iran, Russie et la guerre économique contre Chine, ainsi que les cherchant à dominer leur propre région, poussent l'économie mondiale vers une situation. On observe aussi que la dépendance économique établie depuis des décennies concernant l'accès fiable aux routes maritimes, aux ressources naturelles, à la technologie et aux banques de devises est remise en... Soit ces liens sont coupés, soit ils sont utilisés comme armes, semble-t-il. Je voulais savoir, selon vous, quel est l'état actuel de l'économie mondiale? Pensez-vous qu'il s'agisse d'une perturbation temporaire ou y a-t-il un risque d'effondrement total, selon vous? Il est évident qu'il y a eu des ruptures importantes. La relation commerciale et d'investissement entre les États-Unis et la Chine ne sera plus jamais ce qu'elle était il y a 10 ans, dynamique, fondée sur la confiance et les investissements croisés. Je pense que cette époque est révolue. De toute évidence, les liens entre l'Europe et la Russie évoluent. Les liens ont peut-être été endommagés à un point irréversible pour notre génération. C'est un fait majeur. Dans cette rupture, l'Europe est la grande perdante. On observe clairement une régionalisation, car les risques liés au commerce et à la logistique sur de longues distances sont désormais plus importants. Ainsi, les relations commerciales et d'investissement se renforcent au sein de l'Asie. Les relations commerciales et d'investissement en Afrique devraient également se renforcer. L'Europe se retrouve plutôt démunie car elle a rompu ses liens avec son principal fournisseur de ressources naturelles et désormais elle ne se tourne que vers des États-Unis totalement instables, hostiles. Et ainsi, l'Europe est aujourd'hui complètement à la dérive sur le plan économique. Ce sont des tendances profondes qui ne seront pas modifiées par les événements des... Mais il me semble essentiel de préciser d'emblée que l'économie mondiale reste en équilibre précaire, même à l'échelle de quelques jours. Cela peut sembler dramatique, mais je pense. Si les États-Unis reprennent la guerre avec l'Iran, ce que j'estime à au moins 50% de probabilité, les conséquences seraient catastrophiques, peu importe les circonstances. Nous sommes au bord du gouffre. Le gouvernement des États-Unis a été totalement désinstitutionnalisé. L'État militaire israélien est devenu complètement incontrôlable. Il ne représente plus qu'un état de guerre et il cherche à poursuivre le conflit. Si la guerre qui est actuellement en veille repart de plus belle, si cela se produit lors de notre prochaine rencontre, tout sera considérablement accéléré, amplifié et l'impact économique à court terme sera terriblement aggravé. Mais l'essentiel, c'est que cela découle des efforts pour préserver une forme de suprématie que les États-Unis ne détiennent plus, mais qu'ils cherchent à maintenir par des changements de régime et des opérations militaires. Une économie mondiale intégrée, une réalité qui ne reviendra probablement pas. Je dois préciser que la nature même de l'économie numérique, avec l'imbrication des données et des technologies, fait que dans ce domaine, les États-Unis, pour des raisons militaires et de sécurité, sont résolus à créer une sphère mondiale centrée sur eux, distincte de celle de la Chine. Cela implique aussi que, par la nature des technologies développées, vont, d'une manière ou d'une autre, bouleverser le système commercial pour de nombreuses. Et cela ne relève pas seulement du caprice de Trump. Ce sera une vision de la sécurité nationale largement partagée à Washington. Nous vivons donc dans un monde fragmenté. Mais selon moi, cette fragmentation place vraiment en marge de tout
Cela conduit probablement les États-Unis à se concentrer principalement sur la gestion d'une Amérique de plus en plus difficile à contrôler. La domination accrue que les États-Unis cherchent actuellement à imposer. Et je pense qu'Asie va devenir de plus en plus intégrée et le grand gagnant de tout cela sera l'Asie. Oui, je suis d'accord. Il semble que du moins l'Europe sera la grande perdante dedans. Ma préoccupation après la guerre froide a toujours été que l'expansion de NATO a redivisé le continent, ce qui affaiblit l'Europe sur les plans sécuritaires, économiques et politiques. Aujourd'hui, cela se traduit par une hystérie collective et une confusion, ainsi qu'un enthousiasme pour l'Europe s'est coupée de Russie. On observe une réorganisation du Moyen-Orient et désormais l'Europe mise tout sur les États-Unis car c'était la source de stabilité depuis 80 ans. Mais même les États-Unis montrent désormais très clairement qu'ils perdent de l'intérêt. Quels sont selon vous les scénarios possibles pour l'Europe aujourd'hui? Existe-t-il une voie pour retrouver sa prospérité, sa importance ou sa sécurité? Ou pensez-vous qu'elle a déjà épuisé toutes ses options? Eh bien, je pense que les Européens auraient dû prendre en compte que ce sont les États-Unis qui ont œuvré activement pour maintenir l'Europe et Russia. Pendant des décennies, ce sont les États-Unis qui ont mis en garde contre Nord Stream et contre le rapprochement entre l'Allemagne et Russia, estimant que ces liens étaient bénéfiques pour l'Europe. C'était particulièrement avantageux pour l'Allemagne, qui est le principal moteur économique de... Les États-Unis considéraient cela comme une menace pour leur propre prééminence et leur influence politique en Europe. L'Europe aurait dû comprendre qu'elle disposait d'un réel levier. Pourtant, elle a suivi le mouvement sans. Avec les États-Unis, l'Europe s'est enthousiasmée pour l'idée d'une expansion vers l'Europe centrale. Et cette idée me plaît, mais je n'aimais pas l'idée de bâtir un nouveau mur pour exclure Russia. Du point de vue européen, c'est une idée totalement absurde. L'Europe devrait revenir sur cette décision. C'est une question de géographie. Un jour, on consultera une carte et on se demandera comment on en est arrivé là. C'est véritablement un acte. Mais si l'on observe les dirigeants actuels, il est évident que cela ne se produira pas avec des personnalités comme Van der Leyen, Kaja Kallas, Merz ou Starmer. Adieu. Peut-être que les Britanniques n'adopteront jamais cette idée. Mais le fait est que la direction politique européenne s'est engagée dans une politique. La stratégie économique et géopolitique aujourd'hui est un échec et la classe. Et tant que cela ne changera pas, d'une manière ou d'une autre, grâce à un nouveau dynamisme politique en Europe, le continent continuera de décliner sur le plan. On le constate, les industries ferment leurs portes et la situation ne s'améliore pas. Actuellement, il n'y a absolument aucun signe positif dans l'économie européenne. Oui. J'ai récemment lu le discours d'Elbridge Colby, le sous-secrétaire à la Défense chargé de la politique. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il ne proposait pas vraiment de mettre fin à la guerre en Ukraine. Son discours suggérait plutôt que les Européens devraient s'armer et prendre la relève eux-mêmes. Autrement dit, il s'agit de déléguer la guerre plutôt que d'y mettre fin. Et comme nous l'avons constaté, les Européens viennent d'approuver ce financement de... Ils qualifient cela de prêt, mais je pense que c'est surtout pour tromper leur propre opinion, car cet argent ne reviendra pas. Par ailleurs, on observe une volonté croissante de s'impliquer plus directement dans ce conflit avec Russie. Mais alors que nous constatons cela, nous voyons aussi une opposition qui se développe en Europe, car comme vous l'avez dit, les élites politiques et la population ne sont pas. Voyez-vous des changements comme un réveil du public ou pensez-vous que les élites politiques actuelles sont trop solidement installées? Permettez-moi de dire un mot sur Colby et sur l'événement curieux qui s'est produit en chemin vers notre situation actuelle. Cela fait maintenant 46 ans que j'enseigne le commerce international.
Lorsque j'étais étudiant, nous étudions le commerce international en analysant pourquoi il était bénéfique et avantageux pour toutes les parties. Et durant le semestre, nous avons consacré environ 15 minutes à ce qu'on appelait l'exception liée à la sécurité nationale. Je me souviens que mon professeur, un spécialiste reconnu du commerce international, nous disait que malgré tous les avantages du commerce, il fallait garder à l'esprit qu'il pouvait exister des exceptions si la sécurité nationale était menacée. C'était une parenthèse d'environ 15 minutes. Voilà comment les économistes, en particulier ceux qui sont compétents, appréhendent le monde. Et dans ce domaine, la bonne économie remonte à Adam Smith. Cette année, nous célébrons le 250e anniversaire de la publication de la richesse des nations. Selon Adam Smith, un marché mondial en expansion apporte des avantages réciproques à tous les acteurs impliqués. Il était un grand humaniste et affirmait que chacun en tirerait profit. Même les peuples démunis et colonisés d'aujourd'hui peuvent se renforcer grâce au commerce international et à la circulation des idées, ce qui permet un rééquilibrage mondial où chaque région bénéficie de l'ouverture commerciale. Smith conseilla à la monarchie britannique et au Parlement de son époque, en 1776, d'abandonner les colonies américaines. Il disait qu'il n'était pas nécessaire d'exercer un contrôle militaire. Il suffisait de commercer avec l'Amérique sans adopter une politique impériale. Finalement, ou assez rapidement en réalité, la guerre d'indépendance américaine a. Et dès 1781, les colonies britanniques étaient désormais indépendantes. Mais l'essentiel, c'est que l'économie en tant que discipline a reconnu. Le libre-échange est avantageux pour tous. Bien sûr, le commerce imposé par une domination coloniale ou, en revanche, le libre-échange entre nations souveraines profite à... Ce qui s'est produit aux États-Unis, c'est qu'au fur et à mesure que le pays a perdu confiance, notamment face à... mais aussi, plus généralement, avec le rattrapage de nombreux autres pays, ont vu leur domination ou leur part dans l'économie mondiale diminuer, c'est que l'économie a été prise en main, je dois le dire, par les spécialistes des relations internationales, qui considèrent le monde non. Et soudain, l'idée que l'économie devait être organisée pour préserver l'hégémonie est devenue un sujet de débat de plus en plus présent dans le paysage. Je n'ai jamais trouvé cela très. À mon sens, cela témoignait d'une ignorance totale des principes fondamentaux de l'économie et c'était aussi une erreur car pour moi, l'essor de... C'était d'abord un avantage pour les 1,4 milliard d'habitants de la Chine et finalement un bénéfice pour le monde entier grâce au commerce, aux innovations chinoises. Mais du point de vue américain, sur le plan conceptuel, des personnes comme Eldred Colby ou Jake Sullivan dans l'administration Biden ont fait de l'économie un outil pour maintenir l'hégémonie américaine. Et ces 20 dernières années ont servi à perfectionner les moyens de guerre économique en considérant le commerce et le transfert de technologies principalement sous l'angle militaire et géopolitique plutôt que sous l'angle économique. L'idée principale était donc qu'il fallait désormais réinventer la technologie et l'économie afin de favoriser la domination américaine ou bien pour la protéger et la renforcer. Jake Sullivan, qui a été conseiller à la sécurité nationale pour Biden, enseigne aujourd'hui à l'université Harvard, là où j'ai étudié auparavant. Il a récemment publié un article dans Foreign Affairs, notre revue de référence, pour les débats sur la géopolitique. Encore une fois, il s'agit essentiellement d'expliquer comment l'économie devrait être gérée au profit de la puissance américaine. Pour moi, tout cela est stupéfiant par son ignorance économique et par les dégâts qu'il cause à l'économie. Cependant, ce type de débat domine actuellement. L'économie n'est plus centrée sur la prospérité
et le bien-être économique haut. Même, je dirais, dans le milieu universitaire, il s'agit. Et il s'agit de savoir comment contrer l'ascension de China, comment organiser le secteur des technologies de l'information pour que China n'en profite pas, ou encore comment empêcher que les puces NVIDIA tombent entre les mains d'eux. Tout cela a profondément modifié de manière extrêmement destructrice, car nous démantelons les fondations qui ont permis à l'économie mondiale d'assurer la croissance et le développement économique, notamment pour les pays en développement. Et certains aux États-Unis affirment que la mondialisation a échoué. Ce n'est pas le cas. La mondialisation n'a pas échoué. La mondialisation a permis une avancée économique mondiale avec une croissance particulièrement rapide dans les économies en développement et émergentes. C'est une réussite, pas un échec. Mais cette croissance économique a surtout réduit la part des États-Unis dans la production mondiale totale. Et c'est précisément cela qui inquiète ces soi-disant stratèges. Ils veulent préserver la domination américaine, pas le bien-être du peuple américain. Ainsi, le peuple américain subit les conséquences de cette guerre absurde dans laquelle nous sommes engagés. Car la guerre contre Iran est non. Elle n'aurait jamais dû avoir lieu. Un président raisonnable aurait compris qu'il ne. Trump se vante d'ailleurs qu'à partir de 1979, tous les présidents des États-Unis ont refusé cette guerre. Mais lui l'a menée, ce qui témoigne de son entière naïveté. C'est un manque de compréhension et de discernement et non une. Cela montre son impulsivité, son imprudence, son absence de méthode, son ignorance, et non une quelconque récompense qu'il aurait. Mais cela s'inscrit dans cette idée que l'on manipule l'économie mondiale au profit de la puissance américaine et non pour le bien-être économique du peuple américain. Donc, Glenn, comme vous l'avez mentionné, partout en Europe, la population est écœurée et elle le sera davantage dans les prochains mois, car leur niveau de vie va encore baisser. Ils sont écœurés aux États-Unis. Les taux d'approbation de Trump restent élevés. Chaque mois, on atteint de nouveau. Son taux d'approbation est tombé à 34% et il me semble que le taux de désapprobation atteint 62% avec quelques pourcents d'indécis. Mais cela se produit dans tout ce qu'on appelle le monde occidental, qui a transformé l'économie en une arme dirigée contre Russie et Chine. Au lieu de l'utiliser comme un outil de prospérité qui pourrait réellement bénéficier à Russie et Chine, tout en nous aidant, voilà essentiellement ce qui c'est. C'est pourquoi je ne suis pas surpris que M. Colby, au sein du Pentagone, considère une guerre continue comme une bonne chose, car de leur point de vue, ils ne se préoccupent pas de l'intérêt du peuple américain. Ils se concentrent sur la question de ce qui sert cette idée abstraite de domination américaine. Lorsqu'on examine cette utilisation stratégique des liens économiques, il est évident que bloquer l'accès de la Chine aux technologies ou saisir les fonds souverains de la Russie représente un. Cependant, l'un des domaines de la guerre économique qui a historiquement provoqué des conflits, ce sont les. Et en effet, la limitation de l'accès aux routes de transport maritime ne semblait pas être un enjeu majeur ces dernières décennies. Mais aujourd'hui, vous avez sûrement vu le récent discours de Trump où il se vante en disant que finalement, nous agissons. On observe des navires dont on saisit la cargaison. Et ce nœud. Nous avons constaté le blocus imposé au Venezuela, à Cuba, à Iran, ainsi que des pétroliers ont été ciblés au fil des années. On observe aussi les Européens, le Royaume-Uni et 9 autres pays forment désormais une alliance navale pour contenir, selon leurs termes, c'est-à-dire affronter Russie. On remarque également la menace que les États-Unis cherchent à intercepter des navires iraniens jusqu'au détroit de Malacca, ce qui reviendrait à déclarer la guerre à Chine. Selon vous, vers quoi cela évolue-t-il?
Est-ce un retour à l'histoire où, pour commercer, il fallait disposer d'une marine puissante afin d'assurer la protection des navires marchands par la force? Tout cela est stupéfiant car l'un des principes fondamentaux de la diplomatie internationale a toujours été la liberté de navigation en haute mer et voir les États-Unis défendre la piraterie est surprenant. Au moins, Donald Trump exprime ouvertement ce que d'autres préfèrent ne pas dire. Je pense que cette forme de piraterie menée par les États-Unis s'imposera dans. Elle ne sera certainement pas contestée de l'extérieur, mais elle le sera depuis l'intérieur de l'hémisphère. Au final, l'Amérique latine, bien qu'elle soit sous l'influence et la domination militaire des États-Unis, n'acceptera pas la situation actuelle. Mais cela prendra quelques années, car les États-Unis ne se contentent pas d'imposer des blocus ou de renverser directement des gouvernements, ce qu'ils feront probablement très bientôt à Cuba. Ils interviennent aussi dans d'autres pays, dans les systèmes politiques et les élections de presque tous les pays. À court terme, cela transforme donc les Amériques en un bastion de la... Et cela réussira probablement à court terme, car je ne pense pas que Russia, Chine ou un autre acteur extérieur viendra contester cette situation. Mais plus on s'éloigne des États-Unis, plus cela devient impossible à appliquer. Et les États-Unis n'arriveront finalement pas à imposer un blocus contre l'Iran. Les États-Unis n'ont même pas la capacité navale nécessaire pour cela. Ils n'ont pas l'endurance. Ils ne peuvent même pas maintenir un blocus complet d'un point de vue strictement militaire, mais aussi d'un point de vue géopolitique, avec China, Russia et d'autres qui s'y opposent, je ne vois pas cela durer. Si l'Europe est assez naïve pour affronter Russia et ses navires directement, cela entraînera une guerre entre l'Europe et Russia et l'Europe. L'Europe sera dévastée. La classe politique actuelle en Europe, à quelques exceptions près, certains dirigeants qui réfléchissent vraiment à la situation, mais je pense surtout aux principaux acteurs comme Merz, Macron et leurs alliés, ils vont, durant le peu de temps qu'il leur reste au pouvoir, risquer de conduire l'Europe à sa perte et pas seulement à un déclin économique, ce qu'il provoque déjà depuis plusieurs. Plus on avance vers l'Asie dans ce contexte, plus capacité des États-Unis à exercer leur influence diminue rapidement. Selon moi, l'une des leçons des guerres en Ukraine et en Iran, c'est que les n'impressionnent plus par leur domination militaire. Cela s'explique par l'évolution. Il s'agit de la montée en puissance militaire de la Russie, de la Chine et de la Corée. Iran. C'est la nature même de la technologie qui fait que les grands ne sont plus vraiment adaptés au type de guerre auquel nous faisons face aujourd'hui. Ainsi, plus on se rapproche de l'Asie, moins les États-Unis semblent pertinents dans la... C'est pourquoi j'ai affirmé dès le début de notre échange qu'à mon avis, l'Asie va s'intégrer économiquement. Les États-Unis ne disposeront pas de levier de... Chine possède déjà une marine impressionnante et elle développe très rapidement une armée dotée d'une intelligence artificielle. Et elle n'est certainement pas naïve concernant les intentions des États-Unis. Je ne pense puissent réussir dans leur stratégie globale ou leur objectif d'hégémonie, ni projeter leur puissance en Asie. Et si la situation devient vraiment difficile et que Chine agit dans ça. De la même manière que les États-Unis agissent dans leur propre région. Imaginons que, pour une raison quelconque, et j'espère sincèrement que cela n'arrivera jamais, Chine décide de mettre Taïwan sous blocus. Les conséquences pour les États-Unis seraient en réalité absolument catastrophiques. Oui, nous construisons. Nous développons des usines de semi-conducteurs aux États-Unis, mais
pas à un rythme ni à une échelle suffisante pour remplacer les chaînes d'approvisionnement venant de Taïwan, du Japon. Et si Chine impose sa puissance régionale, comme le font les États-Unis, alors il n'existe pas de réponse militaire. Toutes les simulations de guerre menées ces dernières années. Les changements s'accélèrent et nous constatons les limites de la technologie. En réalité, coûte cher et n'est pas adaptée à l'évolution du monde, ce qui pousse le Pentagone à chercher à s'étendre. Trouver un nouveau modèle technologique. Mais cela reste un objectif lointain, à des années de... Tout cela signifie que, selon moi, les États-Unis ne peuvent pas imposer leur volonté, même dans la guerre contre. Je pense qu'il est fort possible que les États-Unis essaient de le... Et ensuite, reparlons-en, car la situation mondiale à court terme va se détériorer de façon spectaculaire. Et tout ce que nous disons aujourd'hui ne correspondra plus à la 4, 5 ou 6 semaines d'une reprise de guerre totale où les infrastructures physiques de la région du Golfe seraient gravement endommagées, ce qui est le scénario. Donc tout cela revient à dire: adopte une mauvaise direction, agit de façon, semble prête à tout pour conserver un contrôle qu'elle a déjà perdu. C'est pourquoi, comme je le répète souvent, les États-Unis sont aujourd'hui le pays le plus dangereux au monde, car ils tentent d'atteindre des objectifs qui... Lorsque cet écart existe entre l'ambition de dominer le monde et la réalité, et qu'on poursuit cette illusion, cela finit par causer de graves dommages. Il faut aussi préciser que tout cela est encouragé par son partenaire subalterne, Israël, qui nourrit des illusions encore plus grandes, des illusions d'ordre biblique, d'une ampleur biblique absolument. Alimente les illusions américaines. C'est donc une situation très dangereuse, mais il n'existe aucune issue favorable pour. Et tant que la classe politique européenne ne changera pas et ne comprendra pas les réalités fondamentales de la géographie, de l'évolution des puissances et de la technologie, l'Europe restera totalement en marge. Je suis d'accord, les Européens devraient comprendre que la géographie détermine le destin. Mais pour les États-Unis, c'est tout. Mais je me demande jusqu'à quel point le pays peut supporter autant de pression, car toute cette idée qu'il pourrait remplacer les sources d'énergie pour l'Europe ou l'Asie de l'Est suppose que les autres grandes puissances resteraient passives et que ses alliés continueraient à obéir. Oui, mais le US n'est pas si résilient. Le US possède un secteur technologique dominant, brillant et très. Silicon Valley mérite d'être salué pour ses nombreuses réussites. Mais si l'on voyage dans l'Amérique profonde, on constate que beaucoup de choses ne fonctionnent plus et que les gens sont très mécontents et les infrastructures sont obsolètes depuis des décennies. Les difficultés rencontrées par les travailleurs sont vraiment très... Et rien de tout cela n'est pris en compte par cette classe politique à Washington qui a au moins 30 ans de retard dans sa compréhension de l'Amérique et du monde. C'est avant tout une classe politique totalement guidée par l'argent et ce qui se dit aux États-Unis ressemble très peu à la réalité du monde actuel. Je ne pense donc pas que les États-Unis soient particulièrement résilients. Le mécontentement, on peut considérer la question posée par Gallup aux citoyens américains, à savoir, le pays est-il sur la bonne voie? En général, seulement un Américain sur 5 répond oui, tandis que la grande majorité dit non. Cette réalité existe depuis un certain temps et rien de ce qui se passe. Aucun aspect du monde illusoire de Trump ne permet à l'Amérique d'aller dans la bonne direction. L'Europe et les États-Unis partagent essentiellement
Ils étaient la partie privilégiée du monde, mais ce n'est plus le cas. Tous deux s'efforcent de garder le contrôle. Ils essaient de comprendre cette réalité, mais échouent tous les deux. L'Europe s'accroche aux États-Unis, qui n'ont aucun intérêt politique réel pour elle, tandis que les États-Unis persistent dans l'illusion d'une domination proclamée il y a 34 ans, à la fin de l'Union soviétique, ce qui n'était déjà pas vrai à l'époque et qui est aujourd'hui totalement illusoire. Je suis d'accord. Je pense que c'est une description parfaite de la situation actuelle, mais j'ai déjà pris beaucoup de votre temps ce dimanche. Merci beaucoup d'avoir consacré ce temps. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci.